conférence, qui œuvre depuis le début de la création de notre association à l'organisation de conférences qui traitent de sujets divers et importants pour la Tunisie. Nous avons notamment déjà organisé une conférence sur l'identité tunisienne ou encore une conférence sur la diplomatie parlementaire en Tunisie. Donc, pour plus d'informations sur nos activités, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Facebook, Instagram et Twitter. Voilà. Et à la fin de l'intervention des deux intervenants, vous aurez l'occasion de poser des questions qui vont être traitées par Mourad Selmi, président de l'association Karagoul Nostrum, Abdou Azouz, responsable du pôle conférence, et Akli, vice-président chargé de la communication. Donc, je laisse la parole à mon camarade Aziz El-Khouma. Bonjour Alain, bonjour Sareb. Je vais commencer par vous présenter rapidement à nos invités. Une présentation brève, je commence par toi Sareb. Donc docteur en génie des procédés et transformation intégrée de la matière renouvelable, ingénieur de formation en instrumentation et maintenance industrielle. Je travaille depuis maintenant 5 ans sur les problématiques de stockage d'hydrogène pour la mobilité terrestre et maritime. En 2019, tu obtiens ton doctorat à l'Université de la Sorbonne, une thèse sur la création d'un simulateur d'un stockage de gaz dans des matrices solides pour les véhicules à émissions de CO2, et un travail d'études théoriques et à la fois pratiques porté sur une approche industrielle, donc permettant la validation de l'intégration d'un réservoir de stockage d'hydrogène sous forme solide dans des applications de mobilité douce. Voilà pour ça, Haleh. Donc toi, directeur exécutif de l'association Nomade 08 Terdaïf et le coordinateur de l'Observatoire tunisien de l'eau. Tu t'intéresses donc aux différentes problématiques liées à l'accès à l'eau en Tunisie. Le rôle de l'association est de contribuer donc à l'influence des politiques et des pratiques, ainsi que de suivre l'application des engagements à la fois nationaux et internationaux de toutes les parties prenantes du secteur, en vue d'améliorer les conditions d'accès des communautés rurales et urbaines aux services d'eau et d'assainissement. Donc après vous avoir brièvement présenté, je me permets de contextualiser le sujet, une présentation globale et rapide sur justement la situation écologique du pays. Il faut savoir qu'entre stress hydrique, coupure d'eau, déforestation, érosion des côtes et pollution industrielle, la Tunisie se retrouve au final en première ligne du réchauffement climatique, avec son tourisme de masse, l'exploitation du phosphate, l'industrie agricole ou textile sont, soyons bien clairs, des éléments fondamentaux de l'économie nationale, mais restent d'importants vecteurs de pollution diverses et variées, à la fois terrestres, mais également au niveau de l'eau. L'eau, un peu la pomme de discorde de tout ce qui peut se rapprocher du développement, hein, avec, on voit particulièrement dans les importantes concentrations de population dans les grands centres urbains, Tunis, Sousse, Sfax, Hammamet, Nebel. Cela génère inéluctablement d'importants défis d'infrastructures à la fois environnementales, mais également d'accès à l'eau. L'accès à l'eau qui est, rappelons-le, un droit constitutionnel en Tunisie, articles 13 et 44, si je ne me trompe pas. Mais dans les faits, on constate que l'histoire est tout autre. Selon l'ONU, on note que le pays est entré dans sa zone de stress hydrique, soit une disponibilité annuelle d'eau de moins de 500 mètres cubes par habitant. Cela s'ajoute les questions de désertification, qui touchent 75% des terres cultivables tunisiennes, avec une perte des terres arables qui serait 30 à 35 fois plus rapide que le rythme historique. Voilà, avec ça, l'accroissement de la population qui contribue à une extension des terres cultivées, en augmentant donc les terres de production, on augmente la déforestation, en cherchant plus de superficie. Hein. Par définition, on augmente alors le réchauffement climatique avec l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère,
on augmente alors la température. C'est une mécanique, au final, de réchauffement et de sécheresse de plus en plus importante qui va rendre inévitable un assèchement des nappes phréatiques de plus en plus rapide. Je commence tout de suite par une question. La toute première question pour toi, Ale. Bon, en français ou en arabe, je traduirai après. Il n'y a pas de souci. De manière donc succincte, si tu peux un peu me présenter les enjeux écologiques auxquels la Tunisie est confrontée à l'heure actuelle. شكرا عزيز. باش نحكي بالعربي وان بليس نرجع خاطر زاد هو احنا اليوم موضوعنا معناها التحديات الايكولوجيه والا ترانزيسيون ايكولوجيك اون تونيزي. معناها نتصور الاكثريه باش يتابعوكم، راهو الفيديو بعد ما يتنشر باش يتابعوكم برشا توانسه ويهمهم الموضوع بالكدام، ونلقى راحتي اكثر في الموضوع على خاطر الموضوع لازم حديث بلغتنا ومعناها سخونه شويه. اون فان دو كونت معناها الاشكاليات في تونس معناها الايكولوجيه ماهيش محصوره كان في مثلا كما في برشا دول عندهم اشكاليات نتاع مصبات وغيره. احنا في تونس نعانوا من اقطاب المجامع الكيميائيه في حوض المنجمي، قابس، صفاقس، اللي هما اكثر تحدي نشوف فيه في تونس حاليا في العشريه القادمه والا حتى في السنين اللي تعدت لمقاومه التلوث اللي موجود جراء المصبات هذوما، اضافه الى التلوث الكبير. انا باش ديما عندي حنين للماء، التلوث الكبير اللي قاعد يمس في الموارد المائيه نتاعنا بدون حسيب ولا رقيب، بالرغم من سنات دلارم اللي دقت عندها سنوات. معناها سواء واد مجردة اللي هو معناها شريان الحياه في تونس، ونشوفوا عدد معناها المنشآت الصناعيه اللي تسيب في نفاياتها في واد مجردة، نبقوا مصدومين. معناها والتقارير الكل راهي التقارير التونسيه والدوليه وغيرها تقر بالتلوث الكبير اللي صاير في واد مجردة. عدد محطات التطهير اللي في تونس اللي معطله باسباب منطقيه وغير منطقيه، معناها عدد منهم كبير بعد انجاز المحطات هذه نتاع التطهير معطله بطبيعتها قبل ما تبدا في الخدمه. احنا في تونس مازال عندنا المياه المستعمله، عندنا احنا ديما حاطينها كانها حاجه نكره وما عندها حتى قيمه وما عندها حتى معنى، وقت المياه الرماديه وبيان لي زوغريز في العالم وصلت العباد تشرب فيها، معناها الانسان يشربها معناها بالتريتمون اللي نجم يصير لهم. احنا في تونس نسيبوا فيها في الشواطئ نتاعنا، الشواطئ اللي وكلكم تعرفوا كيفاش كنا في صغرنا كنا نعوموا في الزهره وفي رادس وغيره. اليوم تقريبا شواطئ تونس الكلها ممنوع منعين فيها السباحه، وعن قريب نوصلوا ما نحبوش نوصلوا للوضعيه هذه انه قليبيا وبنزرت وشطوط مازال تصلح شويه باش يوصلها الضرب بالتلوث اللي قاعد صاير حاليا. نسكن في قليبيا ونعرف التلوث اللي شنو اللي صاير معناها من شركات تحويل الطماطم والتصبير وغيره. هذا احنا في تونس الوضعيه الايكولوجيه معقده برشا، فيها اولويات. الصناعات المنجميه والاستخراجيه والكيميائيه هي اهم تحدي لنا في تونس، وكذلك المائده المائيه نتاعنا وتلوث واد مجردة. انا من منظوري الشخصي وحسب وجهه نظر المرسى المياه يلزمها وقفه حزم مش تامل وتغيير السياسات نتاعنا او تشديد العقوبات لكل من تسول له نفسه انه يمس هالمورد الحياتي نتاعنا. ما نعرفش، انا ما نحبش نطول برشا على خاطر Je vais traduire rapidement pour nos auditeurs francophones, mais tu me reprends, Alex, si je ne cite pas tous tes points, mais tu soulignes vraiment l'urgence de la situation, notamment de l'état au final de l'eau et de la pollution que subit l'eau avec les différentes industries agricoles, textiles, où tu as pris les exemples parfaits des plages où on se baignait quand on était jeune, qui sont maintenant au final... Enfin, c'est des dangers publics où il est hors de question de se baigner en toute sérénité, notamment causés par les grands industriels de l'agriculture et du textile, rejetant un peu tout ce qui peut être déchets voilà, dans la mer. Et voilà, ta position, ça serait plutôt un changement de politique, mais vraiment une position dure et ferme
pour une situation urgente. Voilà, si j'ai bien cerné rapidement tes points, si j'ai rien oublié. وي هذا هو اساسا معناها نحبوا معناها نحكوا حتى من منظور والوقت ما يتسعش معناها باش نحكوا في ندوه اليوم باش يتسع الموضوع الايكولوجي في تونس كيف ما حكينا معناها نجموا ناخذوها بالباب في ندوات اخرى واكيد انتم مهتمين بالموضوع تنجموا تنظموا ندوات كما هكا. انا نتصور الجانب التشريعي اللي نخدموا عليه احنا في المرصد للمياه في علاقه بالمياه لازم يتاقلم ويكون في نفس المستوى نتاع حده التجاوزات والانتهاكات اللي تتعرض لها معناها البيئه في تونس والا الموارد المائيه بتاعنا في تونس. احنا نشوفوا اليات الرقابه البيئيه والايكولوجيه في تونس منعدمه موجوده عندنا لام بو معناها وكاله الوطنيه لحمايه المحيط من غير مقطوعه الجنحين، من غير اليات رقابه تخليهم ينجموا يتبعوا التجاوزات هذه. هذا هو عموما بالنسبه لموضوع التلوث في تونس كما لخصته في النقاط الاولانيه، ونحاول نلتزم بالوقت ونتعمقوا فيه يمكن في مناسبات اخرى اكثر من هكذا. شكرا عزيز. Merci à toi, Aïch. شكرا. Donc, à mon ami Aziz. merci Aziz. Donc, ma question s'adresse à Sakr. Donc, Sakr, nous savons que la transition énergétique constitue un des principaux piliers de la transition écologique, sujet de notre conférence aujourd'hui. Et donc, comment l'État tunisien gère-t-il cette question? Merci. Je vous remercie tout d'abord pour votre invitation. Je vous suis en fait depuis votre création presque. J'étais présent dans l'une de vos premières conférences à la Sorbonne. Et donc voilà, je vous suis dès le début. Et je suis ravi aussi d'être là avec M. Malzouki. Allez. Je salue vraiment ton travail immense. Je suis aussi de très très près en fait ce que l'Observatoire tunisien de l'eau fait. Pour moi, en fait, sincèrement et honnêtement, c'est ma source d'information sur les réseaux sociaux. Je vois, je check de temps en temps en fait ce que les gens en fait qui travaillent sur l'Observatoire tunisien. Je vous recommande aussi de suivre ce qu'ils font sur Facebook. C'est un travail immense. C'est un travail citoyen très engagé et c'est pour ça en fait que je vous encourage, monsieur Ali Malzouki, dans vos différents engagements. Et moi, je vous connais de nom, vous peut-être pas, mais moi, je vous suis en fait, je sais ce que vous faites. Pour vous répondre là maintenant à la question, je peux dire en fait, il faut comprendre l'État, comment il peut gérer cette transition écologique. Il peut intervenir sur deux volets. Il y a le volet législatif et il y a le volet exécutif. Donc, l'exécutif, c'est le ministère de l'Environnement, qui a un budget à peu près, là, cette année, je pense, si vous pouvez me corriger, 80 millions d'euros. En euros, c'est 80 millions d'euros. Donc, c'est pas énorme. Hein. Et il y a le côté législatif, c'est le Parlement. Qu'il tient, et je vous laisse vous en fait Aziz imaginer comment ça se gère au Parlement. Donc voilà. Selon la RISO, en fait, le Regulatory Indicator of Sustainable Energy, en fait, c'est pour moi, je prends mes informations là-bas aussi pour voir les indicateurs sur les énergies renouvelables. Il mentionne en fait c'est quoi l'État tunisien, sur quoi il y a deux vraiment points à développer à gérer plutôt, c'est l'interconnexion en fait énergétique en fait de réseaux électriques, et il faut en fait aussi travailler sur le risque. Et quand je parle de risque, je parle en fait de risque, ce qui s'est passé par exemple à El Kamour, ce qui s'est passé en fait le risque de non-acceptation sociétale dans des investissements. Donc ça c'est les deux points. Je voulais en fait, voilà, c'est les points là où la Tunisie et le gouvernement, le Parlement doivent y travailler. Après, voilà, donc ces deux volets, il faut, si nous on peut intervenir, c'est via directement le Parlement, donc c'est-à-dire il faut se présenter aux élections si une personne en fait veut vraiment il a une idée, donc il faut la passer par la législation. Et s'il faut exécuter, donc il faut passer par le gouvernement. Et s'il y a un défaut, voilà, en fait, on peut directement dire que c'est soit le Parlement, soit le gouvernement.
Donc après aussi, pour vous donner l'état de l'art, le ministère de l'Environnement actuel, pas actuel, mais le ministère en général en 2021, il travaille bien, il y a Open Data. On peut vérifier sur leur site internet en fait les informations. En fait, par exemple, on peut trouver Pour moi, l'État, comment la gère? Il doit le gérer en mettant les objectifs de la COP 21 en fait comme un modèle à suivre, afin de réduire le gap avec ce qui se passe dans le monde entier. À savoir, en fait, c'est quoi les objectifs pour faire rapidement, en fait, c'est quoi les objectifs, par exemple, de la COP 21? C'est de maintenir la température au-dessus de 2 degrés d'ici 2100, ce qui est impossible. Hein. Pour moi, comme scientifique, je pense que c'est impossible si on continue sur cette lancée. Une résilience, donc une adaptation au changement climatique, notamment au développement ce qu'on appelle nous en technologie le low carbone, donc à zéro émission de CO2, et aussi l'adaptation de modes de financement permettant de résilier ce mode de développement. Ce qui est difficile là maintenant dans une société capitale, l'État, il ne peut pas concurrencier beaucoup en fait et entrer plutôt et exécuter les projets qui sont... je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est 80 millions d'euros. C'est un mini-projet en France en fait, pour le développement d'hydrogène, quoi. De développement en général, pardon, hydrogène. Pour donner un ordre de grandeur, la France a misé 7 milliards pour le développement de l'hydrogène en 3 années. Pour vous donner en fait les chiffres entre la France, par exemple, et la Tunisie, qui a tout un ministère qui est géré à 80 millions d'euros seulement. Donc, pour moi, comment ça doit être géré, si vous me demandez la question, moi, j'ai confiance totale en associations et en société civile. Je vois que, vu leur éthique et leur contact permanent avec les populations, je vois que les associations écologiques, et notamment l'Observatoire, par exemple, ils jouent un rôle fondamental dans l'éducation, la sensibilisation du public à l'environnement. Ils contribuent, par exemple, à l'enracinement de la culture écologique. C'est ce qu'il faut avoir aussi. Cela implique aussi qu'ils bénéficient d'une assise populaire, parce que les associations, moi personnellement, j'ai plus confiance en associations et en société civile que gouvernement ou parlement. Donc, moi personnellement, je mise sur le développement des associations en fait dans ce domaine. Voilà. Merci Sarah, donc je laisse la parole à Aziz. Merci Sarah, merci Aziz. Allez, je reviens vers toi. Donc là, ma question, on va vraiment rentrer dans des questions vraiment propres aux enjeux liés à l'eau, à la problématique de l'eau dans son ensemble. Pardon, je retrouve ma petite question voilà, qui est là. Non, qui n'est pas là. Allez. Voilà. Donc, Safar, pouvez-vous nous expliquer, par exemple, les futurs enjeux liés à l'eau auxquels le pays sera confronté, et notamment votre place en tant qu'observatoire de l'eau dans cette régulation des différentes thématiques que vous pourrez croiser. باش نكمل كالعاده ما باش نحكي بالعربي يعني التحديات اللي تواجهها تونس في العالميه تحديات هي كبدايه نبدو بالمبدا الحقوقي انه الماء قبل ما يكون معناها ماتير معناها ولا ماتير معناها هو حق معناها لاي انسان لاي حيوان لاي نبات في الكون هذا وفي تونس بيان سور. من المبدا هذا نجول الاشكال معناها نجموا نحصروا التحديات. احنا في تونس ما زلنا ماناش مقتنعين بسياساتنا انه المبدا هذا معناها مضمن وانه الماء حق لاي انسان في الدنيا هذه. سياساتنا فيها اشكاليات مؤسساتيه وتشريعيه وسوء تصرف الموارد المائيه، وكيف ما حكينا اجتماعيا الماء في قطيعه مع سياسيين والا اصحاب القرار في تونس. نبدو بالقطيعه هذه، انه وقت اللي في تونس توصل 3 ملايين ساكن حاليا معناها في الشهر هذا تو في الوقت هذا 3 ملايين ساكن ولايات نابل سوسه مستير وصفاقس يعانوا من اضطرابات نتاع مياه وانقطاعات مياه بسبب شنية؟ بسبب اشغال غير مبرمجه من شركه المياه في تونس. وهذا
ما تلقاه كان في تونس، ما فماش حتى في دوله في العالم. السنه الفارطه في نفس الوقت هذا، في نفس الشهر، في شهر فيفري بالتدقيق، شهر فيفري وقت اللي بدات الكورونا، دول العالم الكل خذت اجراءات بتوصيات من جميع منظمات العالم بما فيها الOMS انه الماء هو سلاحنا الاول ضد فيروس كورونا، هو والصابون. في الوقت هذاك تونس تعمل تزيد في تسعير المياه ب 150 مليم. باش نفهموا احنا كيفاش سياسيين والا دولتنا التونسيه كيفاش تتعامل مع الحق في الماء. هي في قطيعه تامه مع كل ما هو اجتماعي وحقوقي في تصوراتها وفي رسمها للسياسات. نجو دولة المؤسسات في تونس عندنا تحركية منذ سنة 1975، منذ إصدار مجلة المياه الأولى. نتعاملوا مع الماء كأنه بالحق معناها كأنه سلعة، كيف أي سلعة تتباع وتتشرى عند العطار ولا في مغازة ولا غيره. إشكالية المؤسسة المشرفة على الماء هي وزارة الفلاحة والموارد المائيه والصيد البحري، هي الخصم والحكم في نفس الوقت. هي تستهلك في 80% من مياهنا، مواردنا المائيه في تونس، وفي نفس الوقت هي اللي تحاسب في روحها. ان تو دي غاسبياج كبير، معناها نسب ضياع كبيره نتاع مياه في شبكات الموجهه للفلاحه تقريبا توصل 50%. ووزاره الفلاحه لا حسيب ولا رقيب ولا تدخل ولا اجراءات لا غيره. هذا هو اشكاليه تونس مؤسساتيا في وزاره الفلاحه وتفردها بالقرار. وتوا حاليا تقريبا في مجال المياه المعروض على البرلمان زادوا تقريبا ضاعفوا مرتين صلاحيات الوزير في مجال المياه. معناها بعد اللي كنا نعانوا من مركزيه القرار تقريبا من سنه 75 اليوم زاد وزاره الفلاحه تحب تنفرد بمركزيه القرار وقت اللي عملنا دستور ينادي باللامركزيه وغيره. المشكله التشريعيه كيف ما حكينا، عندنا مجله مياه من عام 75 بنفس الاساليب بنفس الطرق سنه 2021 اليوم، وما زلنا نستعمل في اساليب سنه 1975. ثم اشكاليه سوء تصرف وفساد هذه معروفه في تونس. مشاريع ما عندها حتى معنى، كما محطات تحليه مياه البحر اللي كما نتاع جربه كمثال، معناها دليل على فشل تجربه محطات تحليه مياه البحر. محطه تحليه مياه البحر نتاع جربه اكثر من تقريبا باش نعملوا 20 سنه توا من اللي بدا المشروع، ولتوا لا استنفعوا بها اهالي جربه ومدنين وتطاوين وغيره. هو كان الهدف انه يصل الماء حتى للتطاوين. اليوم جربه معروفه، احنا في مرسى تونس مياه نتلقوا في تبليغات يوميه من جزيره جربه نتاع انقطاعات. هذه الجزيره اللي فيها محطه تحليه مياه البحر، معناها حتى من الحلول اللي موجوده حلول مكلفه وعمرها ما هي باش تعطينا نتيجه في ظل كيف ما حكينا تفرد وزاره الفلاحه بالقرار ومركزيه القرار عندها. ما نعرفش حاب ترجم ونكمل انا زاد لي زونجي والا. شكرا سي علي. انا ديجا الوقت معناها سي بون. لا فما حتى مشكل. دونك جو في ترادوير من بعد مش مشكل. جوست حبيت نسلك سي علي على واد مجردة. اسكو فما معناها توا فما معناها شنو هي الامباكت، معناها اسكو بو كونتيفي معناها الامباكت نتاع البوليسيون في واد مجردة، خاطر معناها حاجه معناها كاتاستروفيك اللي هي واد مجردة. نجموا نقولوا معناها سي اون ريسورس معناها امبورطونت كيما تقول انت مصر عندهم النيل، احنا نقولوا عندنا واد مجردة، معناها سي كيلكو شوز دو بريمورديال. جوست حبيت هكا ترجعنا شويه على الامباكت نتاع البوليسيون في واد مجردة. واسكو المشكل في مجله المياه الكود ديزو اللي هو مشكل تشريعي اللي معناها توا اللامركزيه مش قاعده تطبق في تو لي دومين، معناها كو سوسوا الماء كو سوسوا الفلاحه كو سوسوا معناها التعليم الثقافه، معناها اللامركزيه معناها حاجه مش مطروحه في البرلمان توا، خاطر فما مشاكل معناها سياسويه اللي هي قاعده الدومين. معناها اسكو هذه معناها المشكل نتاع البرلمان يترادوي المشكل نتاع الفلاحه ونتاع المياه في تونس، وهذه الامباكت زاد نتاع البوليسيون في واد مجردة. حبيت هكا ترجع لنا فيكو انت معناها اكتور معناها اكتيف في الدومين هذا، وهذوما معناها لونسومبل دي كيسيون اللي حبيت نسالهم لك. وعايشك سي علي. بالنسبه للواد مجردة، هو بالحق شريان الحياه في تونس كما وصفته في اول مداخله لي.
يعاني من انتهاكات كبيره برشا، وبالرسمي معناها بدون حسيب ولا رقيب. والتشريعات التونسيه اصلها ما تخليناش نجموا نحاسبوا كل من لوث المياه. في تونس للاسف قوانيننا ما زالت محصوره في بعض العقوبات الماليه اللي هي تشجع على التلوث. عمرها ما كانت معناها رادع للملوثين. واحنا ديجا في المرصد التونسي للمياه في شهر فيفري باش تصدر لنا ورقات سياسيه بخصوص مبدا العهده على الملوث، برانسيب بوليور بايور، اللي ماريناشو في مشروع مجله المياه اللي طرحته وزاره الفلاحه. معناها ارجاع الحال الى ما كان عليه ماهوش موجود بالكل في مشروع مجله المياه الحالي، والا حتى في التشريعات التونسيه ما عندناش المبدا هذا والا اليات تطبيقه. معناها الملوث يلوث هو مجرده ماهوش مطالب انه يرجع الحال لما كان عليه. ونعرفوا احنا تلوث مثلا بئر ماء تلوثها حب لها 30 سنه تقريبا باش ترجع كما كانت، مثلا بانواع نتاع تلوث نحكي لك انا راه مش ما بين ليله ونهار باش يرجع الماء كما كان في حالته الاولانيه. هذه نقطه في علاقه بواد مجرده. حاجه اخرى، صارت عديد القضايا في ضد عديد الملوثين اللي صاروا في بوسالم. تقريبا ثم قضيه سنه 2017. كيفاش صار معناها حل القضيه؟ مشى الوالي ورئيس البلديه عملوا تنبيه صاحب الشركه هذه، نبهوه باش ما عادش يسيب الفضلات نتاعو الكيميائيه في واد مجرده. هذا كيفاش نتعاملوا مع الانتهاكات والتجاوزات البيئيه في تونس. نبهوه رد بالك تعاود صنعتك. وهو شوف ايش عمل في واد مجرده. الواد هذاك راهي تشرب منه ملايين معناها توانسه، فلاحتنا الكل تقريبا منه. يعني هذا الاختيار. المعامل نوعيه الملوثات اللي موجوده على واد مجرده، عندنا معامل الدباغه معناها نتاع لي تانيري معناها نتاع الكوير، وش اسمهم معامل الديلافاج نتاع التكستيل. عندنا عديد شركات نتاع الاجرو اليمونتير اللي يسيبوا في ملوثاتهم غادي. وللاسف كيف ما حكينا ضعف التشريعات، وخاصه مش تشريعات برك، اليات الرقابه. معناها كنشوفوا عدد الاعوان والا اعوان الضابطه العدليه معناها الخبراء والمهندسين نتاع الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط راهو يا ربيش يكفي معناها ولايه والا يمكن معتم بها يراقب التلوث فيها. باش نحكوا هذا اشكال. بالنسبه للامركزيه بعجاله باش نحكوا على لا مركزيه في قطاع المياه. احنا فرحنا معناها بمجله الجامعات المحليه والدستور اللي يكرس مبدا اللامركزيه. يجونا الجهابذه نتاع التشريع في تونس، ولو اني انا نشك انهم استشاروا اصحاب معناها المحامين والا القضاة اللي عندهم فكره معناها على تكريس مبدا اللامركزيه، كيفاش ينجم في صياغه قانونيه يكون موجود في مجله مياه. يجونا يمنوا علينا بعض ضغوطات مجتمع مدني منذ سنوات، يعطونا زوج فصول في مجله مياه فيها اكثر من 162 فصل. زوج فصول هذوما يعنوا باللامركزيه، يعني يحكوا على اللامركزيه. حسب هيك فيش اعطوه للجماعات المحليه صلاحيات التدخل زمن الفيضانات والكوارث. اعطوهم الكوارث والفيضانات تقريبا. هذوما زوج فصول علاش يتحدثوا على اليات التدخل للجماعات المحليه وقت اللي تصير فيضانات، والاخرى الدراسات الاستراتيجيه او كذا لمجابهه الكوارث. تخيل انت اللامركزيه هذه في تونس فاش تكرست في مجله المياه، مشروع مجله المياه اللي طرحته الحكومه حاليا على البرلمان. ما عادش نجموا نحكوا على مركزيه لنا. شكرا. Merci beaucoup, Ale. Je vais juste traduire brièvement donc, pour les participants de la conférence. Donc, on présente en fait l'eau comme une valeur constitutionnelle, donc selon l'article 44 donc, de la Constitution tunisienne, mais aussi le principe de la décentralisation, donc de la gestion des eaux en Tunisie, qui n'est pas vraiment en fait consacrée par le Parlement en ce moment-là. Donc, si on n'a pas donc une gestion décentralisée de l'eau par les communautés rurales, mais aussi les communautés urbaines,
on ne peut pas arriver donc à une meilleure gestion de l'eau, en fait, tout simplement. Et ce qu'on peut constater d'ailleurs, c'est que le contexte en fait, parlementaire en Tunisie, maintenant et dernièrement, donc c'est un contexte qu'on le sait tous, hein, qui est frappé donc, par une vague très populiste qui ne s'occupe pas vraiment donc, des enjeux de la gestion de l'eau, de l'agriculture, de l'éducation, mais aussi de la culture. On trouve que cette impasse, en fait, cette aporie qui touche au champ parlementaire, impacte en fait le processus de décentralisation en général, mais la décentralisation dans le domaine des eaux. Et donc le rôle du Parlement, c'est aussi donc étudier et revoir donc les lois organiques qui étaient d'ailleurs proposées, je crois, en 2019, si Ali Marzouki. Donc les lois organiques de gouvernement de Ouschet, juste une petite question sur son efficacité, c'est tout. La loi organique de 2019 qui voulait améliorer le code des eaux. Donc, juste pour cette question. سامحني quelle loi organique 2019 Le Youssef Chahed, je crois, en 2019, il y avait un projet qui voulait une loi organique qui était proposée au Parlement. Juste, en fait, est-ce que c'était proposé vraiment ou c'était juste. La loi organique de 2019, c'est une loi qui a donné comment dirais-je, l'autorité de ministre de l'Agriculture pour augmenter les tarifs de l'eau. C'est de l'eau. Donc, en fait, ça n'a aucun lien avec le code des eaux ou bien, comment dirais-je, d'autres lois. Mais c'est exactement la loi. C'est une loi qui c'est pas une loi, c'est comment dirais-je. C'est une loi organique, hein. C'est une loi qui veut simplifier, qui veut préciser le fonctionnement des codes des eaux, en fait. C'est ça. Non. Donc, ce n'est pas un projet législatif. Non, le projet du Code des eaux, il était déposé les projets du Code des eaux. Il avait plusieurs versions depuis 2009, depuis oui. la première phase de son élaboration. Il était rectifié pas mal de fois. Il était dès le début avec une version française, mais après, il était traduit en arabe. Et du coup, il a vécu beaucoup de modifications. Et en 2020, début 2020, il était déposé à l'ARP, au Parlement. Je pense que tu parles sur ça. Oui, mais est-ce qu'en fait, finalement, il y a une volonté de privatisation en fait? On voit qu'il y a vraiment une volonté de se déresponsabiliser l'État en fait, de la gestion de l'eau en fait. Oui, c'est clair. Dans plusieurs articles. Dans plusieurs articles du partenariat public-privé, c'est clair et net. Il donne le pouvoir pour les entreprises privées pour faire la gestion de l'eau potable. Exactement. Merci. Allez, je vais rebondir sur ce que tu as dit lors de ton intervention. Il y a un point qui m'a intéressé, notamment le système archaïque de notre distribution d'eau et notre gestion d'eau. J'ai quelques chiffres, je pense, qui sont notables et qui sont impressionnants même. Les besoins d'eau, pour le domaine agricole, en Tunisie, consomment 80% des ressources du pays. Mais cette demande, cette grosse demande, met au final en lumière les lacunes du pays qui sont liées justement à cet usage de l'eau, avec l'exemple de l'arrosage, qui depuis le point de distribution entre guillemets jusqu'à l'arrosage en lui-même, on a une perte de 30% d'eau par évaporation parce que le système est mauvais, etc. On a autre chose, un autre trou dans la raquette, j'ai envie de dire, qui sera celui du système archaïque du réseau de distribution qui perd au final de 25 à 30% des quantités d'eau qui doivent être distribuées. Donc, au final, face à cet enjeu primordial, j'aimerais avoir l'avis de l'Observatoire tunisien de l'eau sur les solutions qu'on peut apporter pour une distribution plus efficiente, justement, pour un besoin de plus en plus grandissant. Oui, exactement, c'est ça. Depuis la création de l'Observatoire tunisien de l'eau, on a fait un constat concernant les pertes dans les réseaux de distribution, que ce soit de l'eau potable ou bien de l'eau destinée à l'irrigation. Et déjà, ça a été communiqué dans plusieurs communiqués qu'on a publiés depuis 2016. Mais
en contrepartie, l'État ou bien le ministère de l'Agriculture ou bien la SONED, ils ne mettent plus le paquet, ils ne font pas des investissements, des grands investissements pour rétablir ou bien réduire, minimiser les pertes et renouvellement des conduites et tout ça, avec un argument de quoi? L'argument, c'est que le bailleur, il ne finance pas le renouvellement de canalisation, de distribution de l'eau. Et ils ne peuvent pas, comme la SONED, elle peut pas demander un crédit, par exemple, de l'AFD ou bien de JEZ ou bien de n'importe quel bailleur pour renouveler les conduites. Mais en contrepartie, ces bailleurs, ils encouragent les stations de dessalement, les grands barrages, les stations d'épuration. Donc, comment dirais-je, on peut là, comment dirais-je, demander comment ça se fait lorsqu'on installe une station de dessalement d'eau de mer sans avoir les canalisations convenables pour distribuer cette eau ou bien dessalée. On n'a pas même un réseau. On injecte de l'eau qui sera perdue au final. Oui, c'est la perdue. Même les chiffres, je te donne d'autres chiffres, mais 30%, c'est un moyen national. Mais il y en a des régions comme Kbili ou bien Tataouine, Gafsa, elles dépassent 50%. L'eau distribuée non facturée, c'est 50% presque. Il y en a plus que 50% dans plusieurs régions. Donc là, on ne peut pas parler des projets de dessalement et des grands barrages ou bien des grandes infrastructures avant de résoudre cette problématique des pertes d'eau distribuée. Et du coup, ce n'est pas une priorité pour l'État pour le moment. Et même la SONED, elle n'a pas un budget ou bien elle n'est pas subventionnée par l'État pour renouveler les canalisations, la SONED. Elle peut renouveler les canalisations sauf avec le budget de facturation de l'eau des citoyens. Et c'est un budget très minime. Il ne peut pas même renouveler une canalisation d'un quartier populaire à Tunis. Et c'est grave là. C'est toute une politique, c'est pas. C'est programmé, c'est bien programmé pour, en fin de compte, on voit ça dans le projet de Code des eaux pour ouvrir le marché pour le privé, en fin de compte, pour le PPP. Donc, merci Ali. Sabr, cette question s'adresse à toi. Donc, selon les autorités tunisiennes, 75% des terres cultivables du pays sont menacées par le processus de désertification. Quel rôle les énergies renouvelables peuvent-elles jouer dans la lutte contre ce phénomène? Le micro, s'il te plaît. Merci pour la question. Tu sais, Aziz, dans notre jargon, on dit la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, en fait. Le problème de la désertification, il ne sera pas résolu si on cherche qu'à améliorer la qualité de l'énergie produite. Ça veut dire décarbonée ou issue du photovoltaïque ou autre. Ça veut dire, en fait, la solution, selon mon avis, c'est pas de se limiter en énergie, mais plutôt de ne pas surconsommer. Et aussi, en fait, pour la désertification, en fait, je pense il faut limiter le plus tôt possible l'appauvrissement des sols et le lancement d'une campagne de plantation de végétation de l'ordre national. Parce que en fait, l'avancée du désert, là, actuellement, et on le vit, a de multiples causes. On sait qu'elle est causée par l'abattage des arbres et l'arrachage des végétaux. Donc, tu vois, en fait, ce n'est pas un problème de consommation énergétique, mais plutôt un problème de consommation en général. Et en même temps, en fait, on voit qu'il y a un accroissement de la population qui a contribué qu'on veuille ou pas, à l'extension des terres cultivées. Donc, terres cultivées, qui dit terres cultivées, il dit eau aussi.
Donc, dit consommation en eau, dit consommation énergétique. Et donc, c'est il faut savoir aussi, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est que la superficie, elle s'est réduite à 32% en faveur de l'agriculture. C'est-à-dire que actuellement, en fait, vraiment, la désertification, c'est un problème au même niveau que la pénurie en eau, de même niveau que l'énergie, en fait, pardon, comment dirais-je, le dégagement de CO2 émis par l'énergie qu'on consomme. Donc, vous voyez, en fait, c'est plutôt c'est un problème. Il faut pas surconsommer. Ça, c'est de un. De deux, vraiment, il faut qu'on ait un plan national. Il faut que. Je sais, en fait, qu'il y a des instances, il y a des institutions, il y a tout ça dans la République. La République, c'est pas une personne qui se réveille le matin pour faire son job, mais c'est plutôt plusieurs instances, la société civile, les partis politiques, tout le monde, en fait. Mais ce qu'il manque, c'est la vision. Parce que ce qu'on a vécu les 10 dernières années en coupure d'eau, par exemple, qui arrive, par exemple, je vous donne ça, les Tunisiens qui ont vécu en Tunisie vont savoir, l'année dernière ou l'année d'avant, en fait, chaque fête, chaque Aïd, il y a coupure d'eau, puisque l'Aïd, à un certain moment, en fait, il était en même temps que c'était l'été. Et donc, il y avait une surconsommation d'eau, il y avait une surdemande d'eau. Et tout ça, en fait, nous, les spécialistes du domaine, on peut estimer, on sait en fait à peu près à 10 ans comment on peut réguler cette consommation énergétique. Je veux aussi ajouter un autre point, c'est la consommation tunisienne, ou la consommation, pas que de la Tunisie, mais des pays pauvres, de machines électriques qui sont énergivores. Par exemple, en fait, on trouve à très bas prix des climatiseurs qui surconsomment de l'énergie, qui sont défaillants après 2 ou 3 années, ils vont surconsommer encore plus. On les achète parce que c'est pas cher, mais après, on paye tous en Tunisie le prix, voilà, de la pauvreté et donc du non-accès aux machines qui sont certifiées, qui sont moins énergivores. Et tout ça, voilà, c'est parce qu'on a un marché parallèle. On a un marché parallèle qui coûte 50% du budget de l'État. Donc, même si l'État actuellement, il va traiter les problématiques de consommation énergétique, n'oublions pas que 50% des problématiques, ils ne seront pas traités parce que c'est un marché parallèle. Quoi. Donc voilà, vous m'avez posé une question sur la désertification, je vous réponds à un marché parallèle, mais tout ça, en fait, c'est un peu lié. Quoi. Donc, merci Sabr pour ta réponse. Nous passons sur une question, nous passons à la transition énergétique, la question de la transition énergétique. Donc, comme nous l'avons dit, c'est un pilier de la transition écologique, et même, c'est-à-dire, il n'y a pas de transition écologique sans transition énergétique. Et nous savons qu'en Tunisie aujourd'hui, la transition revêt 2 enjeux principaux. Le premier est climatique. Le pays utilise encore majoritairement des hydrocarbures, notamment pour sa production électrique, générant d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Le second est une question d'indépendance énergétique. La Tunisie est un petit producteur de pétrole et de gaz naturel, importateur net depuis les années 2000. Donc, nous voulons savoir comment s'effectue la transition énergétique en Tunisie aujourd'hui et quels en sont les acteurs. C'est pour moi la question, j'imagine. Oui, pardon. Oui, ok, d'accord. En Tunisie, en fait, la transition énergétique est une question de 2 ordres, en fait. C'est d'ordre climatique, de 1, et de 2, c'est un ordre de souveraineté énergétique. Et quand je dis souveraineté énergétique, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, quelque chose qui peut basculer en fait des civilisations si on n'a pas accès à l'eau, si on n'a pas accès à l'énergie. C'est le droit chemin à la décadence. Pour la Tunisie, en fait, le défi énergétique revêt de 2 enjeux principaux, je dirais.
Donc le premier, comme j'ai dit, il est climatique et je vais m'expliquer. Le pays, il utilise majoritairement les hydrocarbures, les centrales à gaz, certainement plus que de 70% en fait de l'électricité produite de la Tunisie, elle vient des centrales à gaz. Donc toute cette consommation électrique en Tunisie, elle produit et elle émet du gaz à effet de serre. Comparant toujours, en fait, je compare à la France. La France, elle a, par exemple, elle se base sur sa production pour l'électricité, sur sa production nucléaire. Et donc, elle a un secteur électrique, on peut parler de pas polluant, pas en termes de CO2, mais polluant d'autres faits. En fait, pour un ordre de grandeur aussi, en 2015, on a 18 TWh en fait, de production électrique. Donc, vous voyez, en fait, on a une consommation électrique de plus en plus demandée et on a une production d'hydrocarbures de moins en moins. À un certain moment, on a basculé, donc on est devenu un pays qui importe beaucoup. Or que, en fait, on a une possibilité vraiment d'intégrer une production d'électricité à zéro émission de CO2, vu que là, tout le monde, en fait, se dirige vers l'électricité verte ou bleue, comme les Français ils veulent le dire. Bleu, c'est pour le nucléaire. Verte, c'est des énergies renouvelables. Mais ma réponse là, en fait, la souveraineté énergétique de la Tunisie, elle ne peut se baser que sur un mix énergétique divers, un mix qui comporte les biocarburants, tout ce qui est par exemple les biodiesels, tout ce qui est éthanol par exemple, les énergies renouvelables, un tout petit peu de gaz. Ça veut dire on est en transition énergétique, et la transition, c'est le mot, c'est la définition du mot, c'est une transition, ça veut dire c'est petit à petit, on vise 30% de la production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Je vois avec ce rythme actuel, avec, je répète toujours, la législation lourde en Tunisie, avec l'exécutif qui est un peu lâche, je pense qu'on ne va pas arriver à 30% en 2030. Mais il faut savoir que la question de l'eau et la question d'électricité, de consommation électrique ou de consommation d'énergie, c'est une question vraiment d'ordre national, et c'est une question qui touche la souveraineté de tout un pays. La seconde, en fait, je voulais parler de la question climatique. La question climatique en Tunisie aussi, en fait, c'est des choses qu'on ne vit pas du jour au lendemain. En fait, il y a un changement qui est très lent, et nous, êtres humains, on oublie souvent. Et voilà, par exemple, les chercheurs et les scientifiques, ils ont commencé à travailler sur le corona depuis des années, avant même, en fait, là, que ça devienne une épidémie. Mais en fait, généralement, on sait, d'après les analyses, d'après l'histoire qui se répète, qu'il y a souvent, en fait, des épidémies. Mais aussi, il faut savoir que même si l'histoire, elle se répète, il y a des civilisations qui ont vu la décadence parce qu'ils n'ont pas géré l'eau, comme les pharaons, par exemple. Ils n'ont pas géré la consommation énergétique. Et qui dit énergie, voilà, c'est vital. Donc là, en Tunisie, en fait, on a un double... comment je vais définir ça? C'est une double vraiment problématique. La souveraineté énergétique et la souveraineté en eau, que pour moi, en fait, voilà, il faut vraiment se pencher pendant les 10 années à venir sur ces deux problématiques, et pourquoi pas, en fait, chercher, en fait, nous, les Tunisiens, on cherche quelque chose qui nous unifie. Ce sera peut-être ça, en fait, l'eau et la souveraineté en eau et en électricité. Et je veux pas dire, en fait, je veux pas tomber aussi dans tout ce qui est action populaire comme Oui nous le pétrole ou Oui nous le mais. C'est pas ça, en fait. C'est plutôt, c'est des problématiques qui sont réelles, qui nécessitent un minimum de savoir,
qui nécessite aussi l'engagement de la société civile, qui nécessite l'engagement de, si besoin, le changement radical de toute une sphère politique actuelle en Tunisie, que je ne vois pas capable à traiter ces problématiques vraiment parce que, voilà, je pense que vous connaissez mieux que moi ce qui se passe actuellement en Tunisie et qu'on n'est pas encore prêt à traiter ces sujets, quoi. Merci, Sabri. C'est à toi, Aziz. Donc, on fait bien de parler de l'eau et notamment des enjeux politiques qu'il y a autour de l'eau, parce que j'ai une question pour Alais, notamment sur ces enjeux-là de souveraineté. On a traité un peu plus haut l'aspect notamment constitutionnel du droit de l'eau, de l'accès à l'eau, pardon, qui doit être accordé constitutionnellement à l'ensemble des Tunisiens, mais qui est au final qu'une théorie, et en pratique, c'est loin d'être le cas. Également, le code de l'eau et les critiques. Si vous avez également d'autres points à ajouter, des manquements notamment sur le code de l'eau, n'hésitez pas, on est preneur. Mais le point sur lequel j'aimerais vraiment axer ma question, ce serait sur le manque au final de transparence des politiques en général, mais également de la commission de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et du commerce et les services liés auxquels vous avez été confrontés. Voilà, si on pouvait avoir un petit mot sur ça, c'est allé. Merci. Moi, je pense que tu as lu notre dernier communiqué hier. C'est ça. Je voulais le partager avec nos participants, mais... Oui, on est habitué à ça. En Tunisie, comment dirais-je, on a des lois sur la transparence, on a des acquis, tout ça, mais les mécanismes de transparence en Tunisie sont inexistants. Généralement, pour nous, l'Assemblée du peuple ARP, les députés, surtout les membres de la commission de l'agriculture, on compte sur eux pour, comment dirais-je, pour équilibrer les choses et les lobbies qui sont autour de ces projets du Code des eaux. Franchement, il y a un grand lobbying autour de ça, avec le ministère de l'Agriculture et plusieurs comment dirais-je, bailleurs ou bien même des entreprises et des politiciens qui poussent vers la privatisation du secteur de l'eau, dans toutes ses formes, dans tous les sous-sections de l'eau potable ou bien l'eau d'irrigation et tout ça. Mais en contrepartie, on a des députés qui étaient élus par le peuple et doivent comment dirais-je, lutter contre ça et être à la hauteur des attentes de la société civile et aussi des citoyens qui l'ont élu. Mais réellement, ça ne passe pas comme ça. On a des élus qui sont impliqués dans ces lobbies de privatisation réellement. Et clairement, un code des eaux, un projet de code des eaux, normalement, il doit être diffusé directement, les travaux des écoutes, les séances d'écoute, surtout des organisations dites les grandes organisations nationales, l'UTAP, le syndicat des agriculteurs, les deux syndicats des agriculteurs, l'UTAP et la Sinagri en Tunisie, et aussi le GTT, et aussi aujourd'hui l'UTICA. Et il y en a 4 séances d'écoute normalement entre hier et aujourd'hui. Hier, après la pression qu'on a fait avec le communiqué, aujourd'hui, ils ont diffusé en direct la séance d'écoute de l'UTICA. C'est bon. Il faut faire ça. Il faut faire avec. Pour nous, nous sommes prêts pour ça. On suit et on demande de la transparence qui n'existe pas en Tunisie. Surtout, c'est sur les travaux des projets de code et tout ça dans les commissions. Et même pas seulement l'Observatoire tunisien de l'eau qui a réclamé ça, même l'association Bausala, elle a communiqué sur ça. Elle a publié hier, ou bien c'est pas avant hier, un communiqué sur ça. Pas seulement sur le code des eaux, mais presque pour beaucoup des lois qui étaient faites dans des bureaux fermés, sans diffusion, sans respecter les lois et tout ça. Et la transparence au Tunisie, on n'a pas de transparence. On a réellement quelques lois qui existent, mais ils ne sont pas appliqués. Et on a beaucoup de plaintes portées contre beaucoup des institutions ou bien des ministères par des associations
pour réclamer un manque de transparence ou bien une demande d'accès à l'information qui était rejetée ou bien négligée par ces institutions. Réellement, c'est un secteur assez délicat, le secteur de l'eau, qui nécessite plus de transparence par l'État, par les institutions et même par l'ARP aussi. On se souvient l'année dernière du lobbying qui était fait pour la troisième tranche du crédit par le KfW, les Allemands, pour les 100 millions d'euros qui étaient comme sous forme d'un crédit pour l'État, pour le budget d'État, avec des recommandations directes et des exigences, pas des recommandations, des exigences directes qui touchent le secteur de l'eau, réellement. Presque une dizaine des exigences. L'augmentation du prix de l'eau. Les Allemands, ils exigent l'augmentation du prix de l'eau en Tunisie pour nous donner un crédit par 150 000. Et l'autre exigence, la publication rapide du code des eaux. Ça, il est exigé par la KfW. Tu comprends comme ça comment ça se passe les choses en Tunisie. C'est pas nous qui gèrent l'eau, c'est pas les Tunisiens. C'est pas avec l'article 44 et l'article 13 qui donnent la possession de nos ressources naturelles au peuple tunisien, mais ce sont les banques, réellement. Merci. Donc, merci à toi, Ali, pour cette précision. Cette question s'adresse à toi, Sarl. Donc, c'est une question sur l'hydrogène vert. C'est le sujet de tes recherches et donc ton doctorat. L'hydrogène vert est souvent présenté comme un pilier de la transition énergétique mondiale aujourd'hui. Et nous savons que c'est l'élément chimique le plus abondant de l'univers. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne ? Parfait. En fait, je vais commencer dès le début. Je vais vous expliquer c'est quoi l'hydrogène en général. Et après, petit à petit, on va voir ensemble c'est quoi les applications et comment on voit la Tunisie dedans, en fait, dans cette avancée technologique. Donc, tout au début, l'hydrogène, c'est un atome. Cet atome, en fait, elle est, comme tu viens de dire, Aziz, elle est abondante. Déjà, le Soleil, il est constitué que d'hydrogène, qui est en fusion, ce qui donne cette énergie, en fait, qui est la lumière et cette chaleur. Après, l'hydrogène, il est toujours, on ne peut pas le trouver comme ça dans l'air ou dans la nature. Il est toujours composé avec d'autres molécules, comme l'eau, par exemple, H2O, comme les hydrocarbures. C'est pour ça qu'on appelle hydrocarbures, parce qu'il y en a dedans l'hydrogène. Et donc, il faut produire cet hydrogène, puis le stocker et l'utiliser. Donc, c'est ça les trois étapes, les grandes étapes de le cycle en fait, d'hydrogène. L'hydrogène, donc, on peut appeler hydrogène vert, hydrogène bleu, hydrogène gris. Ça, c'est selon la nature de production donc, de l'hydrogène. Si l'on produit à partir d'hydrocarbures, donc ce sera de l'hydrogène gris parce que on va injecter dans la nature du CO2 puisqu'on va extraire les molécules d'hydrogène des hydrocarbures. Donc ça, c'est l'hydrogène gris. L'hydrogène vert, c'est l'hydrogène vraiment issu, par exemple, d'électrolyse d'eau, du biohydrogène, par exemple, et l'hydrogène gris, c'est plutôt bleu, pardon, c'est l'hydrogène issu du nucléaire. Donc ça, c'est les trois étapes. Malheureusement, actuellement, on consomme à peu près 97% à peu près, si je ne me trompe pas, d'hydrogène gris. Donc on dégage, même pour produire l'hydrogène actuellement, on dégage du CO2. Et ça, c'est la première en fait, supercherie qu'on entend parler sur l'hydrogène. Or que, en fait, il y a d'autres moyens, comme on parle d'hydrogène vert, c'est ça en fait, il faut investir vraiment dans l'hydrogène vert. Sinon, on n'a rien fait et on va juste changer de technique, consommer et polluer.
L'hydrogène vert, en fait, issu, et heureusement pour la Tunisie, hein, c'est pour ça que je dis heureusement, je vais revenir à la Tunisie, l'hydrogène, il peut être produit, comme je vous ai dit, par électrolyse, donc par un craquage de l'eau, pour cela, il faut de l'électricité au début. Après des années et des années d'ingénierie en fait sur les panneaux photovoltaïques et l'hybridation, panneaux photovoltaïques et batteries pour la production de le stockage d'électricité, on a trouvé qu'il y a ce qu'on appelle l'intermittence. Ça veut dire à un certain moment, on produit plus que ce qu'on consomme et la nuit, on consomme plus que ce qu'on produit. Donc l'hydrogène, pourquoi on parle souvent là actuellement sur l'hydrogène? Parce que techniquement, on est capable de pouvoir stocker cet hydrogène issu de la surproduction d'électricité des panneaux photovoltaïques, le stocker en hydrogène, et quand on a besoin de l'électricité, on fait injecter de l'hydrogène qui était stocké dans une pile à combustible. C'est une petite pile en fait qui joue le rôle de créateur d'électricité en mélangeant dedans, en fait, à l'intérieur de cette pile, l'hydrogène et l'oxygène pour former de l'électricité. Donc, c'est l'inverse de ce qui se passe à l'électrolyse. En Tunisie, on a l'avantage d'avoir en abondance l'énergie solaire, ce qui permet de produire cette électricité, cet hydrogène à partir de l'énergie renouvelable, donc du surplus d'hydrogène, de soleil. Actuellement, la communauté européenne, elle imagine en 2050, par exemple, que la Tunisie et le Nord-Afrique en général, il va produire 40% du gaz hydrogène vert pour l'Europe. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, la Tunisie a un rôle à jouer. Ça peut être en fait l'Eldorado de cette technologie. Ce qu'il faut savoir en fait, si je vais vous donner des ordres de grandeur, pour le prix d'électricité solaire, pour voir en fait après sur grande échelle, si on parle d'échelle nationale, comment ça va coûter en fait. En Tunisie, actuellement, le prix de l'électricité photovoltaïque, en fait, il y a entre 70 et 80 millim. En Tunisie, c'est 3 fois moins élevé que l'électricité produite par les sources fossiles. Imaginez, on a une électricité qui est pas coûteuse et qui est en même temps pas polluante. Et on peut l'utiliser pour stocker l'hydrogène afin de le fournir via des canalisations à l'Europe. Et donc, on devient un pays exportateur aussi de cette énergie. Le prix et le contexte actuel, normalement, il doit encourager le développement de cette filière, et il doit accélérer vraiment soit des programmes de recherche, des programmes de partenariat entre pays méditerranéens, entre pays africains, il faut vraiment finir avec l'isolationnisme énergétique. On dit voilà, il n'y a que l'Algérie qui peut nous aider. Nous aussi, actuellement, en fait, on peut devenir leader mondial en énergie renouvelable. Et les sociétés d'énergie en Tunisie, telles que l'Astec, l'ETAP, ils peuvent vraiment jouer un rôle important pour l'accélération de ces programmes à des coûts compétitifs. Et d'autre côté, en fait, la croissance qui est rapide et soutenue de la demande en électricité, elle incite vraiment en fait, l'apparition de grands projets de production électrique. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester comme ça, en fait, à surconsommer et à ne pas produire de l'électricité. Et quand on la produit, soit elle est issue du gaz polluant, soit elle est issue, en fait, soit elle est importée d'autres pays. Donc, pour moi, la solution, l'hydrogène, il peut apporter une solution dans un mix énergétique global, pas que l'hydrogène. C'est l'énergie, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie renouvelable, photovoltaïque, solaire, le biométhane, l'hydrogène, les steppes, toute autre en fait énergie.
Et aussi, en fait, il faut imaginer un réseau maghrébin d'électricité comme ce qu'il y a le réseau européen, en fait, qui permet vraiment, en fait, le bon dimensionnement de ce réseau, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Tunisie, parce qu'on n'est pas interconnecté, on ne peut pas demander le surplus si on a besoin, comme ce qui se passe dans les pays européens. Il y a un pays qui peut aider un autre pays, en fait, s'il y a une surconsommation, il peut activer ses centrales nucléaires, il peut activer les steppes. Donc, en fait, la Tunisie, elle ne peut avancer dans cette énergie, sauf si elle se met côte à côte avec les pays maghrébins, avec les pays africains et avec les pays méditerranéens. Voilà. Et juste, en fait, juste pour finir, à mon avis, juste, il faut agir vite parce que la transition énergétique offre une grande opportunité pour participer à la construction de la Tunisie de demain. Elle sera la base vraiment d'un nouveau modèle de développement du pays qui est en fait les énergies renouvelables qui peuvent contribuer vraiment à la création d'une filière industrielle, création d'emplois et voilà, donc même à l'indépendance énergétique. Donc pour tout ça, il faut travailler sur 3 points. Il faut se préparer pour un changement d'infrastructure. Il faut se préparer aussi lors de l'orientation universitaire, par exemple, former de plus en plus d'universitaires, de chercheurs sur ces activités. Et il ne faut pas oublier aussi les formations professionnelles telles que la maintenance, tout ce qui est travail de technicien, de formation, qu'il faut vraiment, en fait, parce qu'à un certain moment, on doit nous-mêmes maintenir nos installations, notre infrastructure, et ça prend partie de l'indépendance énergétique de ce que je parle en fait sur la Tunisie. Donc voilà. Merci. Donc, merci ça pour ta réponse. Justement, tu as parlé de l'Algérie et donc, du rapport énergétique de la Tunisie avec l'Algérie. Est-ce que la Tunisie aujourd'hui est dépendante énergétiquement de l'Algérie? Forcément. Forcément. En fait, on est dépendant pas que de l'Algérie, on est dépendant du monde entier parce que on produit moins ce qu'on consomme. Il y a 2 solutions en fait pour être indépendant énergétiquement, soit de réduire la consommation, soit de produire plus. À nous de choisir en fait. D'accord. Merci, ça. C'est vrai. Alors, j'aurais peut-être une petite question. On sait que, bon, bah, j'ai vu quelques chiffres un peu dans les commentaires, que au final, c'est vraiment la Méditerranée, enfin, les pays de la Méditerranée du Sud qui risquent d'être le plus exposés à la pénurie d'eau, notamment en 2050. Et on parle souvent de coopération, mais est-ce que, par exemple, on peut avoir la chance de voir quelques accords politiques, notamment, qui peuvent avoir lieu entre les pays du Maghreb, du Sud, plus encore au Sud, mais à l'image, par exemple, des prémices de politiques qui ont été mises en place avec l'Union européenne, mais du coup qui n'ont pas abouti. Est-ce qu'on peut voir vraiment des initiatives et des projets politiques à la simple initiative des pays du Sud de la Méditerranée? Là, pour ça, voilà, allez, comme vous voulez, à celui qui a un avis là-dessus. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, tu veux parler de s'il y a de l'engagement politique. Je ne sais pas, en fait, si tu peux répéter la question parce que je ne l'ai pas. À l'image des initiatives politiques qui ont été lancées par l'Union européenne, du coup, sur les pays de la Méditerranée, est-ce que à la simple échelle des pays de la Méditerranée du Sud, le Maghreb notamment, et peut-être d'autres pays, on peut avoir justement ces initiatives et ces engagements politiques axés sur l'eau et sa production? Bon, si c'est l'eau, je laisse à aller. Je pense que c'est lui. Je maîtrise. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que chaque pays
a ses spécificités. Je pense que la Tunisie, c'est la Tunisie et l'Europe, c'est l'Europe. On ne peut pas reproduire les expériences telles quelles. Et c'est ça le problème en Tunisie. La Tunisie, c'est un laboratoire pour les expériences. En fin de compte, on a essayé beaucoup des expériences dans le traitement des eaux usées, la gestion de l'eau. Et même les Allemands, là, je lis dans les commentaires, la fondation Erich Boll, je connais mes amis dans la fondation Erich Boll, mais quand même, moi j'aimerais bien qu'une ONG tunisienne ou bien des Tunisiens, eux qui critiquent le code des eaux et pas une ONG allemande qui analyse le code des eaux. Et j'ai lu ces rapports, je ne sais pas une collègue, une amie qui a publié ça, Sabrine, je crois bien aux critiques qui étaient faites dans ces rapports. Je sais bien et je t'invite de lire les critiques qui ont été faites par plus que 500 Tunisiens l'année de 2019 lors d'une consultation nationale populaire qui a été faite par l'Observatoire tunisien de l'eau avec des agriculteurs, des syndicalistes, des citoyens, des experts, des sociologues, des avocats, des juristes et tout ça. Ce sont des Tunisiens qui ont proposé un code citoyen de l'eau tunisien. Et moi, je ne crois pas à des recommandations des propositions faites par des ONG ou bien des bailleurs ou bien des banques allemandes ou bien françaises ou bien Banque mondiale. Ils ne cherchent pas l'intérêt des Tunisiens, ils cherchent l'intérêt de leur peuple. Les Allemands, les fondations allemandes, en fin de compte, ils cherchent l'intérêt des Allemands, en fin de compte. Et je salue leur boulot et leurs efforts et tout ça. Et nous, les Tunisiens, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a lu le projet de Code des eaux? Est-ce qu'on a proposé des amendements de la société civile tunisienne? Est-ce qu'on a critiqué les projets de Code des eaux? Rien, on n'a fait rien. Juste on partage le travail des ONG internationales et tout ça. Et c'est ça le problème. Moi, j'aimerais bien avoir une expérience tunisienne dans la gestion de l'eau. Nous, les Tunisiens, depuis des milliers d'années, on a ramené l'eau du Zarouane à Carthage avec la Hnaïa. On s'est adapté avec la sécheresse au sud de la Tunisie, avec les mégel et les solutions traditionnelles et tout ça. Jusqu'à maintenant, il existe ces solutions-là. On a des traditions d'adaptation avec le climat tunisien, avec le manque d'eau et tout ça. Et nous, les Tunisiens, nous devons trouver la solution qui sort de la Tunisie et pas proposée d'ailleurs, parce qu'ils ne connaissent pas la Tunisie, en fin de compte. Je parle les bailleurs. Ok, Anna Maak, le bailleur, c'est des gens, Excusez-moi, Sabrine. Excusez-moi. Il faut d'abord poser une question, s'il vous plaît, dans le chat. Ensuite, je ne veux pas poser de question, je veux juste répondre au monsieur. Parce qu'on n'attend pas les bailleurs pour qu'ils nous apportent les solutions. Je vous laisse parler alors. Voilà, deux parenthèses. C'est vrai qu'on n'attend pas les bailleurs pour chacune des solutions, mais les bailleurs sont en position, ils font pression à les structures de l'État à cause des lobbies, à cause des mais ils ont les filons et ils ont les mécanismes même si ça me peine على الاخر باش نقول لك الكلام هذايا mais هذايا هي الحقيقه. انا نخدم في لي زو ان جي ونخدم مع لي انستيتيوشن زعما اللي تحكي عليهم انت فهمت. mais je pense que même si c'est vrai هما كما قلت نحن يزاتنا نحن نعملوا une contribution من عندنا mais هما سي لو سول موان اللي عندنا توا باش نجموا نحن نوصلوا بصوتنا خاطر احنا باش نعيطوا ولا سوسيتي سيفيل ما يقوم فيها حتى حد. Juste, excusez-moi, c'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce que vous pouvez juste le dire en français, s'il vous plaît? Je me suis emportée, ça m'a décalé. Non, je peux la répondre, mais quand même, elle prend la position du bailleur parce que c'est eux qui peuvent, qui ont les mécanismes de faire pression sur l'État pour changer les choses ou bien
tout ça. Mais ils vont changer les choses pour leurs intérêts, en fin de compte, les intérêts de leurs États. Mais en fin de compte, Richbol ou bien, je ne sais pas, le NED et tout ça, l'USAID, c'est allé. je pense l'intérêt de leur pays. Et je comprends ça et je salue ça. Je crois à eux. Mais nous, les Tunisiens, qu'est-ce qu'on a fait? On peut faire pression, on peut faire. Tu vois l'exemple de l'Observatoire tunisien de l'eau, par exemple. Tu peux vérifier ça avec notre lecture critique sur le projet du Code des eaux. Et tu verras, ça sort de la Tunisie, du Tunisien, pas de bailleur. Et on a fait pression. Et ils nous respectent. Et même, ils ont peur de nous. Lorsqu'on publie un communiqué, hier, on a communiqué sur la transparence. Aujourd'hui, ils ont diffusé la réunion avec l'UTICA concernant le projet de Code des eaux dans la commission d'agriculture. Ils l'ont diffusé directement dans leur chaîne YouTube. Après, un communiqué. Mais on peut faire ça. On ne doit pas l'utiliser. On ne doit pas, même la société civile, tu parles de la société civile. Moi aussi, je fais partie entre guillemets, de la société civile. Je lutte pour plusieurs causes, pas seulement l'eau. Mais je sais bien qu'on peut faire, qu'on peut échanger les choses sans attendre que les ONG internationales, eux, ils font pression à notre place. Mais on peut faire pression avec la lutte, avec l'engagement, avec aussi les recherches, les études de terrain et la proximité aussi de gens. Et il faut se rapprocher des gens qui utilisent l'eau, qui gèrent l'eau. On a presque 2000 associations de distribution de l'eau, les GDA, qui forment une masse critique qui sont contre ces codes des eaux. Et demain, la semaine prochaine, ils peuvent bloquer tout. Ils peuvent sortir dans les rues et faire des protestations et des pressions sur le code des eaux. Ben, est-ce que les ONG sont au courant de ça? Mais nous, on coordine avec. Ils connaissent l'Observatoire tunisien de l'eau parce que nous, du Bizerte à Pingerden, à Tataouine, à Gafsa, à Kassine, nous étions là-bas. Nous avons consulté même des citoyens, des simples citoyens qui ramènent l'eau sur le dos d'âne pour des dizaines de kilomètres. Ils ont contribué à quelques articles, à quelques recommandations et amendements du Code des eaux. Mais pour les ONG internationales, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent un expert, je connais bien, qui ont rédigé ce rapport. Ce sont des amis aussi, je les connais bien. Dans un bureau, tu ramènes quelques statistiques, tout ça, des rapports et tout ça, et tu publies un rapport et tu fais ton avis. C'est un avis personnel, ce n'est pas l'avis du Tunisien. C'est très important. Lorsqu'on fait une critique ou bien une consultation, elle doit être citoyenne, elle doit toucher tous les gens qui interviennent dans le secteur de l'eau. Et à mon avis, c'est ça, mais c'est mon avis personnel. Et même, on l'adopte à l'Observatoire et plusieurs ONG qui sont avec nous dans le collectif qui plaide pour ça. Et j'aimerais bien, je t'invite, Sabrine, de lire notre lecture critique. Et merci. Je lirai avec plaisir. Merci à vous, c'est Allé ou Madame Sabrine. Juste une petite question. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire, Monsieur Allé. Il veut en fait c'est une souveraineté en fait la gestion de l'eau, la souveraineté nationale dans la gestion de l'eau, c'est ça qui voulait montrer qu'il y a des spécificités, voilà, il y a des spécificités régionales aussi en Tunisie, que peut-être ce que tu veux dire qu'une ONG internationale ne connaît pas vraiment. Donc spécificité dans les communautés rurales que même si c'est un rapport qui vient de l'étranger, que peut-être il ne peut pas être vraiment à la page de tout ce qui se passe dans les régions tunisiennes. Juste, je voulais te poser une question, c'était sur le principe de pollueur-payeur. Et on a vu que dernièrement, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, je crois qu'elle s'appelle l'ANME, c'est ça, qui a proposé en fait une tarification pour tout ce qui est pollution en fait à travers donc les émissions des gaz à effet de serre. Est-ce que il y a donc
une tentative en fait, ou un désir ou une initiative d'instaurer ce principe concernant le domaine des eaux. Et aussi une question à Sakr en même temps, donc sur le rôle de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie en Tunisie dans la transition énergétique et le développement de l'hydrogène. Même peut-être ça entre pas vraiment dans leur champ de compétences, mais c'est quoi leur place en fait au sein du pays? On parle vraiment d'institutions qui sont affiliées à l'État et on veut savoir vraiment l'efficacité ou l'avancée de leurs travaux. Merci à vous. Merci. Je commence. Concernant la NME, je ne suis pas au courant du projet de code, mais concernant le principe pour les payeurs, j'ai dit dès le début de ma conversation que l'Observatoire tunisien de l'eau va publier le mois prochain, le mois de février, une étude concernant le principe pour les payeurs et son lien avec le secteur de l'eau et le code des forêts aussi, pas seulement le code des eaux. Mais pour la grille des amendes qui se préparent, selon vous, à la NME, c'est une parmi nos recommandations pour le code des eaux et pour l'ANTE aussi, pas seulement, et le code forestier. J'aimerais bien voir ça en Tunisie, des amendes, des grilles des amendes sur ça, qui respectent les principes pollueurs-payeurs qui n'existent pas pour le moment au code des eaux, au projet de code des eaux. Seulement, il était mentionné dans un article, mais il n'était pas appliqué dans les articles du code. D'accord, donc ils n'ont pas une valeur juridique comme pour les autres domaines. Merci, Siral. Sakr aussi pour la question. Merci. Pour moi, j'ai peut-être en fait une première réponse à la première question, c'est le principe de pollueur-payeur. En général, moi je suis contre en fait cette philosophie parce qu'elle ne va, en fait, c'est un principe, je dirais pour moi, hein, c'est un principe très capitaliste. Si tu as de l'argent, tu peux polluer. En fait, c'est plutôt si tu as de l'argent, tu payes. Si tu as de l'argent, tu payes, tu pollues. Si tu n'as pas de l'argent en fait, je parle de l'énergie, hein, je ne parle pas de l'eau, parce que c'est un peu différent comme contexte. Comme énergie, les industriels, ils ont le droit, comme le taxe carbone actuellement en France, pas le taxe carbone, mais comment on appelle ça, le marché financier carbone. C'est-à-dire les grandes entreprises, ils peuvent polluer et les petites entreprises qui sont obligées de polluer de temps en temps, en fait, parce que c'est leur processus industriel, ils sont obligés de payer aussi le double. Donc pour moi, en fait, le pollueur-payeur, peut-être dans l'eau, c'est vrai, ça peut se faire, mais pas dans l'électricité, parce que ça va avantager que les grandes entreprises, que les gens qui ont de l'argent et donc qui peuvent polluer. Et donc voilà, c'est injuste. Il y a un quota d'ailleurs aussi pour les entreprises. Oui, peu importe. Tu sais, en fait, les entreprises, c'est ce qu'ils aiment. Les quotas, les lois, en fait, les petits détails là où le diable il peut jouer. En fait, eux, ils adorent ça. Et t'inquiète, même si tu mets un quota de 1%, ils vont trouver comment faire de telle façon polluer et payer moins via des paradis fiscaux, carbone, je ne sais pas où. Donc ça, ils peuvent le faire facilement. Pour la question, la NME hydrogène, la question hydrogène, elle n'est pas encore posée sérieusement en Tunisie. C'est malheureux, pour vous dire, mais en fait, la NME, surtout en fait que là, je pense qu'il y a 6 mois, le PDG il était changé. Pour moi, en fait, les questions là énergétiques et surtout en fait qui nécessitent beaucoup de recherche, beaucoup de développement, ils demandent une équipe d'experts et de préférences tunisiens, comme a dit M. Ale Melzougui, qui savent vraiment les enjeux, qui savent en fait s'ils vont investir, par exemple, accompagner plutôt les entreprises à investir là où on a besoin le plus. Dans les régions qui ont besoin vraiment des gens là où des chômeurs en fait là et des chômeurs, on peut accompagner ces chômeurs, on peut les former, on peut vraiment faire un programme national, je dirais, sur ça. La NME, en fait, elle n'est pas très autoritaire.
Le PDG, il est toujours nommé par le ministre. Le ministre, il peut changer à tout moment. Donc le PDG, il peut changer à tout moment. C'est pas une instance durable. C'est comme toutes les instances à peu près en Tunisie, qui sont versatiles. 2 ou 3 ans et on ne les voit plus. Du coup, 2 ou 3 ans et les rapports, ils sont obsolètes. Donc, on ne peut pas travailler dans une discontinuité pareille. Donc voilà en fait mon avis sur la NME en Tunisie. Sincèrement, ils ne sont pas notaritaires de telle façon qu'on les connaît pas. Je connais la NME, je lis les rapports, mais elle n'est pas notaritaire, on ne les voit pas vraiment poser les problèmes et les faire entendre aux gens en fait. Moi personnellement, j'entends plus d'informations de l'Observatoire que de la NME pour vous répondre par exemple. Merci. Un petit complément à propos le pollueur-payeur parce que enfin c'est le constat, c'est le constat que les entreprises ou bien le pollueur il profite de cette malinterprétation du principe il devient en fin de compte le consommateur payeur, pas le pollueur-payeur parce que ils facturent leur coût de pollution, même leurs amendes, même leurs infrastructures de réduction des pollutions dans le coût de production d'un produit. Et en fin de compte, c'est les consommateurs qui payent le produit. Et du coup, c'est ça. C'est une malinterprétation du principe pollueur-payeur, même pour le secteur de l'eau. Merci Ali. Donc, Sakr, j'ai une question pour toi. Donc, je crois que tu auras certainement une réponse intéressante à cette question parce que donc on sait que la Tunisie aujourd'hui est fortement touchée par le phénomène de la fuite du cerveau. Et tu en es un exemple. Donc, est-ce que ce phénomène constitue une entrave au développement de des recherches sur les énergies renouvelables en Tunisie? Je ne la vois pas comme ça parce que on est chanceux actuellement d'avoir en fait la possibilité de transmettre le savoir rapidement via les réseaux sociaux, via les webinaires, comme ça en fait, via les nouveaux moyens de communication. C'est vrai qu'on est à Paris, mais je peux vous rassurer que je connais presque les informations en Tunisie plus qu'un Tunisien. Je participe beaucoup à des webinaires, je donne des cours à mon université en Tunisie en ligne. Donc, heureusement que la fuite des cerveaux actuellement, elle est pas comme avant. En fait, l'impact, il n'est pas comme avant parce qu'avant, voilà, si on part, on part. Mais il faut prendre en considération cette problématique. Il faut savoir aussi que les civilisations, dans toutes les civilisations, on ne peut pas dire à personne de ne pas voyager. La liberté de circulation, c'est comme l'eau, c'est un droit. Donc pour moi, c'est pas une fuite, c'est une. Moi personnellement, je peux pas travailler par exemple sur l'hydrogène en Tunisie parce qu'il n'y a pas il y a rien en Tunisie sur l'hydrogène. Donc moi j'ai suivi l'offre, j'ai suivi là où il y en a, mais question fuite des cerveaux et tout ça. Pour moi en fait, sincèrement, oublions ce problème. C'est pas un problème plutôt. Peut-être qu'on va revenir un jour ou l'autre. Mais surtout, en fait, si on veut partager le savoir-faire, là, on a tous les moyens pour partager le savoir-faire avec les Tunisiens. Voilà, là, on peut facilement, comment dire, donner un avis ou en fait, vulgariser un truc rapidement via YouTube, via comment dire, un partage Facebook. D'un article ou via un truc comme ça. Mais aussi, en fait, je comprends la frustration si on voit que plus que 5000 ingénieurs par an, si je ne me trompe pas, qui sortent en Tunisie, ça c'est que les ingénieurs, hein, je parle des ingénieurs. Mais aussi, en fait, il faut voir le SMIC en Tunisie, il faut voir le salaire d'ingénieur, il faut
pour moi, le SMIC, c'est une des problèmes qu'il faut traiter aussi. Le niveau de vie, par exemple, c'est incomparable. Donc, avec quel droit on peut dire à une personne, tu n'as pas le droit de partir de ton pays voilà, parce que tu as suivi une offre ou tu as suivi un truc. Là, le monde change, en fait, le monde bouge. Je pense, en fait, voilà, c'est pas la fuite de cerveau, mais je dirais un passage, c'est un passage entre un pays et un autre, mais de toute façon, je pense qu'on va revenir un jour ou l'autre, soit pour y travailler, soit. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je connais plus d'informations sur la Tunisie qu'un Tunisien qui ne suit pas les informations, qui n'est pas engagé, qui ne connaît pas ce qui se passe quoi, en Tunisie. Donc, voilà mon avis. Oui, justement, je dis deux mots. Donc, la fuite des cerveaux, c'est le résultat d'un manque de moyens. Absolument. Voilà. C'est un manque de moyens. En fait, c'est un manque de moyens qui a obligé une fuite des cerveaux, qui a en fait engendré un autre manque de moyens, c'est un cercle vicieux, ça c'est sûr. Mais là, actuellement, il y en a les solutions. Moi, j'en ai plein d'amis qui sont sociologues, qui font leur thèse de doctorat sur cet aspect, et je peux vous assurer que leur avis sur ce sujet peut vous intéresser, parce que voilà, ils voient. Toi, tu as traité la fuite des cerveaux, mais aussi il y a les fuites des gens qui, en fait, harqa, c'est les gens. C'est aussi, on ne sait pas si. En fait, c'est des gens qui ont 15, 16, 17 ans. Toi, tu ne sais pas si cet enfant qui a 15, 16, 17 ans, c'est quoi son futur, s'il avait les moyens en Tunisie. Peut-être lui aussi, il a un cerveau. Peut-être lui aussi, c'est quelqu'un de bien qui peut développer la Tunisie. En fait, le problème, ce n'est pas que la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, c'est comment dire, c'est un petit sujet de la fuite de la Tunisie en général. Fuite d'eau, fuite d'ingénieurs, fuite de tout, en fait. On a tout, quoi, actuellement. Merci. Merci, Sarah. En fait, moi, je vais peut-être revenir sur un sujet pour Sialeh, une petite question sur le sujet des ONG notamment, peut-être un peu plus centré sur l'aspect un peu administratif de la Tunisie, donc peut-être un peu moins amusant. Mais lorsqu'on parlait des ONG et un peu leur implication et leur implantation, notamment sur les aspects énergétiques et tout ce qui peut toucher de près ou de loin à ces questions, le problème, c'est qu'en Tunisie, vous me reprenez si je me trompe, mais on reste quand même un pays très centralisé. La décentralisation ne fait pas du tout partie de notre pratique politique. Mais la décentralisation, on espère qu'elle sera mise en place quand même, parce que ça apporte une certaine efficacité et surtout une démocratie locale beaucoup plus accessible aux citoyens. Mais avec cette décentralisation, vous n'avez pas peur justement que les ONG prennent plus de poids dans les décisions, parce qu'on sait que c'est un élément essentiel à l'application un peu de différentes études et différentes pratiques liées à l'environnement. C'est ces ONG qui ont directement accès aux collectivités locales. Mais il faudrait que la décentralisation soit efficace. Donc, qu'en pensez-vous, Sialeh, si cette décentralisation pourrait servir ou non la cause, justement? Si tu répètes la question directement, mais je pensais que je n'ai pas bien compris ta question. Grosso modo, si la décentralisation, qui serait en théorie quelque chose de bénéfique pour la démocratie tunisienne, ne servirait pas les avantages que vous critiquez justement tout à l'heure vis-à-vis des ONG étrangères qui s'implanteraient en Tunisie, étant donné que là, justement, cette décentralisation serait un moyen rapide des ONG d'agir auprès des collectivités. Oui, je pense que je t'ai compris, mais je pense que même les ONG internationales, ils ne croyaient pas à la décentralisation. Ils ne sont pas décentralisés, ils sont centralisés à Tunis, à la capitale. Mais ils n'ont pas comment dirais-je, des bureaux dans les. Je ne sais pas, même. Non, mais c'est pas vrai. Ouais. Non, c'est pas vrai. Moi, je travaille Non, on ne parle pas comme ça, Sabrine. elles sont implantées في القصرين في جندوبة
في بني خديش. مش Oui, elles sont très au contraire. La décentralisation, elle est au centre. Elle est au centre de toutes les actions des ONG implantées في تونس الكل. ben, moi je peux parler ou non? Oui, c'est Alessi. Non, Sabrine, juste une petite remarque. معناها بطلب باستحباب ما نقصوش على انا شكون. نحكي جست خاطر قلت حاجه. فما اينيكون اللوطه، فما اينيكون اسمها رياكسيون، تنجم تهز يديك كيما هكا معناها ليفي لا مان هكا وتاخذ الكلمه، ما يسالش. خليني نكمل. انا نحكي باش نحكي معك بالدرجه، ما يسالش. هو موضوع تونسي معناها في لب الحكايه. معناها انا مانيش شخصيه في السوسيتي سيفيل وش فيزي بارتي دو كوميتي دورغانيزاسيون دو 2 FSM 2015 و 2013 وتعاملت مع دي ميليي دي اسوسياسيون اي دي او ان جي ونعرف الامور كيفاش تمشي في تونس وتجي. وجمعيتنا اللي هي نوماد 08 والسيرفاتوار تونيزيان دو اللي امبلانتي في تونس الكل، ونعرف لي بايور الكل. ريت لي بايور الكل، نقول لك الكل انا بالالمان بالامريكان والكل. On n'a pas besoin de, on n'est pas financé d'eux, on est financé sauf que de Rosa Luxembourg parce que nos principes se croisent avec eux. même ما يدخلوش في امورنا، وجامي كان تلقى روزا لوكسمبورغ تتدخل في امور اي جمعيه من الجمعيات تمولها. ثاني حاجه باش نحكي لك انا على الديسونتراليزاسيون اللي موجوده في تونس. كومون سا سفي نشوفوا جمعيات في جهات البلاد الداخل نعملوا لهم الحكايه نتاع الليدرشيب ورونفورسمون كاباسيتي ونعطوهم ان بروجي كلي اومان وتعملوا لنا ندوه لتنميه القدرات والحس المدني والمشاركه للشباب. سي با سا لا ديسونتراليزاسيون فان دو كونت. تحسش روحك انت ساهمت في مجله المياه. باغ اكزومبل ما مانيش نقصد فيك انت كصابرين، كاي ناشط في المجتمع المدني في جمعيه بيئيه جو شاوروك في رايك في علاقه بمجله المياه، معناها هكا جو سالوك معناها ولا شاركوك ولا اعطوك الفرصه باش تشارك، ولا في مجله الغابات، والا في الهيئه نتاع التنميه المستدامه. انا نعطيك مشروع نتاع هيئه مستقله دستوريه ما عملتهمش السوسيتي سيفيل تونيزيان اون فان دو كونت، وما صارتش عليه كونسلتاسيون مثلا ديسونتراليزي للجمعيات. تعملت بافيك اون انجي انترناسيونال. نحكوا بالمنطق، مقترحيه قوانيننا في تونس تصير هكا. ما نزينوش الوضعيه، وضعيتنا كيما هكا. وكان جت وضعيتنا مش كيما هكا راهي تونس لاباس، راهي مش الناس خارجه في الشوارع وفي الحوم الشعبيه. وكان جت ثم ديسونتراليزاسيون راهو يتضامن ماهوش اشعال كيما هكاكا ولا سبيطله ولا غيرها. معناها كان جت ثم ديسونتراليزاسيون تونس راهي ما تمرش بالاشكال الكبير السياسي اللي صاير تو. اون فان دو كونت هذا اللي نحكي لك فيه. ما نحب نقتنعوا باش نغيروا في تونس ولا باش نحسنوا من وضعيتنا، لازم نقتنعوا اللي احنا شادين ثنيه الغلطه. اون فان دو كونت ميم حتى افيك لي زونجي انترناسيونال. انا واحد من الناس مانيش ضد انهم يكونوا موجودين، بالعكس. هما انا النادي مثلا انسان كعلي مرزوقي ومثل جمعيه نوماد 08 ولا المرسى تونس المياه، احنا نعانوا من ضعف التمويل العمومي. كان جت تونس تحترمنا وتحترم العمل المدني، راهي توفر لنا الامكانيات اللازمه للعمل المدني وما نستحقوا حتى مليم من عند اي منظمه اجنبيه. وانا ندعو لهكا. انا جمري بيان احنا في نوماد راهو في يوم ما خذينا حتى تمويل كان ابارتير من 2015 واحنا من 2013 موجودين، وخممنا حتى نعملوا فونداسيون ناسيونال بالكونتريبيسيون ونعملوا في ليكونومي سوسيال سوليدير قبل ما تخرج القانون نتاعها. اما جمري بيان انه نقتنعوا انه لي زو ان جي انترناسيونال راه مش على سواد عينينا. احنا ماناش اللي باش نضيفوا لهم حاجه جديده ليهم. معناها هما سي بون معناها موجودين في العالم كله. اليوم تتحل شانتي في ليبيا تو يسيبوا تونس ويمشوا لليبيا ونبقوا نحن ويني ديسونتراليزاسيون. ما عندنا شيء، ما عندنا شيء في تونس، ما عندنا شيء. السوسيتي سيفيل. وهذا موضوع حديثي والله قبل الويبينار هذا كان حديثي مع شكون علاش ما نلوجوش على دي ميكانيزم نتاع انديبوندونس او موان انديبوندونس ولا سوفرينتي انتلكتيال او ميم طون اكسبرتيز سيتويان لينا باش نجموا ندافعوا على مبادئنا وعلى حقوقنا. وقت نجموا نحكوا على ديسونتراليزاسيون في الجمعيات. اما اليوم ما نجموش نحكوا. لي زو ان جي انترناسيونال يحط لك ما نعرفش انا كي فورميلي واحد ما نعرفش من حزوه ولا من نفطه ولا من بن قرداني نسميها ديسونتراليزاسيون. ما نسميهاش ديسونتراليزاسيون. القرار عنده هو والبروجي هو اللي يفرض عليك، وهو اللي يفرض عليك البيدجي. وكي تبعث له فكره يقول لك هذه لا ما نخلصهاش وهذه ما نعملهاش والمحامي ما نخلصوش وما نعملش الفورماسيون الفلانيه. انا راه عندي الليني هذه وما يساعدنيش تشكي بالوزاره. تنجم انت يمول فيك ان بايور دو فون ومن الفون تاعو تنجم تمشي تشكي بالوزاره، تنجم تشكي بوالي.
ما تنجمش اون فان دو كونت. كان جينا احنا انديبوندون، كان جينا احنا عندنا لي ميكانيزم دي فينانسمون، رانا وحدنا نجموا نناضلوا، نجموا نغيروا ونجيبوا لي زيكسبير نتاعنا ونخلصوهم وبفلوسنا اللي كونتريبيابل اللي نخلصوا فيهم، اللي الشهري اللي نقسموا فيها مع الدوله. وسامحني معناها سي سا، هذه الواقع راه بدلاله نحكي فيها وباستحباب. ميرسي. Merci, Sirale. Merci beaucoup pour les précisions. Donc, juste avant de terminer, on a une petite question de Ibrahim. Donc, pour Sartre, si vous êtes là, donc sur le rôle en fait de la coopération tunisienne avec les pays du Maghreb sur la transition énergétique et écologique. Absolument, en fait. Je pense la deuxième question, j'ai répondu à ça pendant la deuxième question. On ne peut pas envisager une transition écologique ou énergétique sans les pays maghrébins, de un, sans les pays européens, méditerranéens, je parle, et sans pays africains. C'est inenvisageable de combattre tout seul, mais je joins encore une fois ma voix à celle de Raleigh. Il faut une expertise citoyenne de ces sujets. Je vais le dire en arabe, mais il faut une expertise citoyenne qui est là, le garde de la souveraineté tunisienne. C'est ça. Merci, Sartre. Eh bien, merci à vous tous d'avoir participé. Je remercie nos participants pour leur expertise, leur expérience et leur temps surtout. Nous avoir accordé leur temps pour un échange riche et concluant. Hein. Je pense qu'on a tous appris et tous bien échangé. Voilà. Donc, je laisse mon collègue Aziz conclure ce webinaire. Donc, je réitère le remerciement pour les intervenants qui nous ont honoré de leur présence aujourd'hui, ce soir. Et je remercie aussi donc, le public qui est resté avec nous ce soir. Et donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt. Donc, merci à vous, merci Sirale, merci Sartre. Donc, j'espère que ce débat a été bénéfique pour vous, pour nous, et j'espère qu'on aura l'opportunité d'organiser d'autres événements sur l'écologie, sur la démocratie en Tunisie, et c'est avec plaisir donc on vous souhaite un bon courage et une bonne continuation. Merci. Merci à vous, merci au public. Au revoir. Au revoir tout le monde.